Bonjour Véronique et bienvenue et surtout merci de nous accorder cette interview. Dans un premier temps, je vous demanderai si vous voulez bien de vous présenter puis nous expliquer votre parcours. Alors donc, j'ai été, donc, comme on l'a dit, journaliste à 60 millions de consommateurs, un des 2 titres phares de la presse consumériste française. Il y a 60 millions et il n'y a que choisir. Ils sont des références en la matière parce que en tant que journaliste, on travaille dans un très grand confort, ce qui n'est pas le cas dans tous les journaux. On travaille sans pression de l'annonceur, il n'y a pas de publicité dans ces 2 magazines, et ce qui fait qu'on est libre de dire ce qu'on veut. Et moi, pendant 5 ans, j'ai exercé la fonction de chef de rubrique santé. Le secteur de la santé que je traitais balayait un certain nombre de domaines très variés. Il y avait aussi beaucoup de nutrition. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup à la base. Pour faire le lien entre les fonctions que j'ai exercées dans ce magazine et le livre, c'est que quand j'ai croisé au fil de mes rencontres un éditeur, il m'a proposé d'écrire un livre sur l'amincissement. Et alors ma première réaction, ça a été de me dire, il y en a déjà plein. Donc j'ai pas envie de refaire un énième livre sur une énième méthode miracle, ça m'intéresse pas du tout. Donc j'ai réfléchi pour savoir quelle était la façon la plus intéressante d'écrire un livre sur le sujet. Et je me suis aperçue que quand on cherche dans ce domaine, quand on va dans les bibliothèques ou dans les librairies, on voit que tout ce qu'on nous propose, c'est des méthodes pour perdre 7, 8, 10 kilos. Mais c'est toujours des méthodes imposées, voilà. Et on ne sait pas, finalement, quand on referme le livre, on sait qu'on va peut-être l'appliquer ou pas l'appliquer, mais on ne sait pas si ça va vraiment avoir des résultats intéressants ou pas. Et moi, je me suis dit, en voyant tous ces ouvrages, que peut-être ce serait bien de faire une espèce de guide du routard de la minceur, en quelque sorte, en disant, en expliquant aux gens, parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé trouver en tant que lectrice, un guide qui m'explique, ça, oui, ok, c'est valable, et ça sert à rien, donc c'est pas la peine de dépenser de l'argent et du temps à utiliser des méthodes qui n'en valent pas la peine. Donc quand j'ai proposé cette idée-là, ça a plu. Et puis c'est né aussi de conversations où je me suis dit que c'était peut-être justement un bon outil pour aider toutes les personnes qui se posent des questions sur les problèmes de poids. Vous décortiquez quand même à peu près 100 produits, je pense, produits, des régimes, des techniques. Vous commencez, Véronique, par les produits naturels miracles. Tout à fait. Alors, il n'y a pas grand-chose qui marche. Il y a des produits qui sont soit diurétiques, soit rassasiants, qui peuvent être intéressants pour une catégorie de gens qui cherchent à maigrir. Alors, je m'explique. Quand vous prenez, par exemple, le son d'avoine ou l'agar-agar, alors, ce sont des produits qui, en eux-mêmes, ne vont pas vous faire mincir, mais par contre, ils vont vous remplir l'estomac, donc vous donner une impression de satiété. Mais, en fait, 2 heures après ou 3 heures après l'effet s'estompe, et donc ça n'a plus grand intérêt. Le deuxième potentiel, c'est l'effet diurétique de certains produits, par exemple le thé vert. Le thé vert est intéressant pour des gens qui font de la rétention d'eau, ce qui peut arriver dans des excès de poids. Alors c'est pour les femmes qui ont des problèmes aux cuisses, qui n'arrivent pas à éliminer l'eau qu'elles ont en excès dans le corps. Et là, ça peut être intéressant. Mais en tant que produit amincissant, effectivement, ce ne sont pas des produits qui présentent un intérêt. Et puis surtout, moi, ce qui m'a toujours frappé, et c'est pour ça que j'ai fait ce chapitre, c'est que on les présente souvent comme des brûle-graisses. Or, c'est une notion qui est totalement fantaisiste, parce que à part le sport et encore pratiqué d'une certaine manière, rien ne brûle la graisse, surtout quand on absorbe quelque chose. D'un point de vue scientifique, ça n'a pas de fondement. On ne peut pas maigrir en absorbant quelque chose, et encore moins brûler de la graisse. Je ne vois pas par quel moyen ce serait possible. Donc voilà, c'était pour vous apporter les petites précisions concernant ce chapitre. Après, vous parlez des produits industriels. Les produits industriels sont intéressants en dépannage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne les utilise pas en permanence et qu'on n'en fait pas un programme alimentaire à lui tout seul, ils peuvent être intéressants. Il faut éviter aussi de tomber dans des pièges du type chocolat, chips, allégé, alors ça c'est la plus éclairée possible. Et un petit mot sur les barres de céréales. Alors nous c'est plus les céréales qui posent problème ici. Les barres de céréales, il y en a quelques-unes qui sont soi-disant allégées mais qui ne le sont pas vraiment. Par contre, c'est les céréales ici, c'est-à-dire qu'elles sont très riches en sucre. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette enquête, c'est de voir qu'un paquet de céréales, enfin moi j'ai regardé des étiquettes d'énormément de produits et j'ai fait des comparaisons. Oui. Et j'ai vu par exemple que des céréales dites allégées
avec du chocolat était aussi calorique que des céréales qui sont censées ne pas être allégées. C'est comme les biscuits, il n'y a pas énormément de différence entre un biscuit allégé et un biscuit non allégé. La même chose avec les produits hyperprotéinés, vous auriez le même verdict? Oui, les barres hyperprotéinées, je ferai le même type de remarque, c'est trop riche en additifs, c'est trop riche en colorants, conservateurs. Et ça c'est pareil, si vraiment on n'a pas le temps et qu'un jour on est pressé, on va se prendre une petite barre, c'est pas dramatique, mais si on fait régulièrement une consommation excessive de ce genre de produits, vraiment pas s'habituer à ce genre de choses, et puis surtout ça coûte cher aussi. Je pense qu'il faut apprendre aussi aux gens à réfléchir, à adopter d'autres réflexes, des réflexes plus simples peut-être, mais qui sont aussi simples, parce que c'est tout à fait possible. Alors après ça, vous parlez aussi de deux points qui me paraissent vraiment essentiels en matière et de régime et d'alimentation, qui sont les compléments alimentaires et les médicaments. Alors bon, est-ce que c'est extrêmement différent en matière de perte de poids? Alors, en matière de perte de poids, je ne crois pas. Ce qui les distingue, c'est leur classement au niveau juridique. C'est-à-dire qu'en France, un complément alimentaire est classé dans le domaine de l'alimentation et un médicament est classé dans le domaine de la santé, de médicaments qui sont prescrits sur ordonnance en général. Vous nommez deux médicaments, donc le Xenical et l'Ali. Ce sont des médicaments encore maintenant récemment prescrits et qui ont... Alors, l'Ali est sous surveillance. L'histoire d'Ali est un peu particulière. Au départ, on avait quand même quelques doutes et malgré tout, ça a été maintenu et mis sur le marché. Et puis, entre-temps, il y a eu l'histoire du Mediator. Un médecin de Brest a réussi à faire éclater le scandale. Il racontait que, effectivement, le Mediator pouvait tuer des gens, alors que ça avait été prescrit comme un produit amincissant. Ali était encore en vente à cette époque-là, donc il y a eu un espèce de surveillance un peu accrue autour de ce produit et les instances officielles qui s'occupent des médicaments en France ont décidé de resserrer la surveillance et donc de réévaluer les bénéfices et les risques. Et on a constaté de plus en plus de risques et plus de risques par rapport aux bénéfices. Donc, il est toujours en vente, mais je pense qu'il est en train d'acquérir une assez mauvaise réputation. Alors après, on passe à un chapitre qui est très, très actuel aussi, qui sont vous passez les régimes au crible. Alors, le régime du camp, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le régime du camp, moi, de l'avis de tous les diététiciens et nutritionnistes que j'ai interrogés, c'est un régime dont on n'a rien à dire d'un point de vue efficacité. Oui. Sauf qu'on ne veut pas mesurer, ce qu'on ne mesure pas, c'est les effets sur le long terme, assez dangereux. Moi, j'ai une diététicienne qui m'a dit au cours d'enquête qu'elle voyait défiler dans son cabinet de nombreuses personnes qui avaient fait le régime du camp, qui avaient repris le double de ce qu'ils avaient pris et qui se retrouvaient avec des problèmes de santé très divers. Je dirais ça pour l'ensemble des régimes, mais celui-là particulièrement parce que il y a quand même énormément de médecins qui m'ont tous confirmé ces hypothèses-là et qui m'ont tous dit qu'ils étaient assez frappés de voir ce qu'ils appellent les déçus du camp. Je vois aussi que vous avez été explorer quelque chose de très différent qui me tient beaucoup à cœur aussi. Ce sont les médecines douces. L'idée d'aller voir dans les médecines douces, c'est que si vous voulez, quand on a pris du poids ou quand on a du poids en excès, il faut d'abord analyser les causes. Parce que tous les gens ne prennent pas du poids pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui sont naturellement un peu enveloppés, donc... les raisons sont très diverses et je me suis dit qu'il existait aussi peut-être une manière de résoudre les problèmes de poids en traitant les causes. Je me suis demandé s'il existait en France des méthodes qui permettaient de régler les pulsions ou les problèmes plus liés à de la boulimie qu'à vraiment un déséquilibre alimentaire organisé ou spécifique. Donc parmi les médecines douces, j'en ai trouvé plusieurs, et notamment l'hypnose. Il y a des gens sur qui ça marche très bien et ça m'intéressait pour ça. Donc j'ai étudié un petit peu l'hypnose, la sophrologie parce que là aussi ça apprend aux gens à se détendre, à régler les problèmes de stress et aussi il y a une autre méthode qui m'a paru intéressante, même si elle marche pas à 100%, encore une fois il faut insister là-dessus, mais qui peut quand même présenter un intérêt, c'est la réflexologie. Alors, vous proposez quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui est la fameuse méthode AirFat, c'est ça, du docteur Blanche Maison? Oui.
Alors ça, je vais vous expliquer. Oui, parce que c'est vraiment intéressant. Quand on est en surpoids, alors on a de la graisse, évidemment, en surplus, oui. Mais on peut aussi avoir, en cadeau bonus, si je puis dire, de la cellulite. Oui. La cellulite touche même les femmes minces, hein, mais les femmes rondes peuvent avoir graisse et cellulite. Et la cellulite, c'est une catégorie de graisse particulière, ça touche plutôt les femmes, et c'est assez difficile de s'en débarrasser. Et donc j'ai rencontré un phlébologue qui est un des plus grands en France, qui lui est complètement spécialisé là-dedans, oui. Et qui m'a expliqué une chose assez simple, c'est que quand on voit dans certaines publicités lutter contre votre cellulite ou éliminer votre cellulite, il m'a toujours dit que ça le faisait sourire parce qu'il n'y a pas une cellulite, mais il y en a plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a mis au point un test qui permet de déterminer quel type de cellulite on a. Et à partir du moment où on sait quel type de cellulite on a, c'est là qu'on va pouvoir adapter le traitement ou la méthode qui permet de l'éliminer. Alors, jamais complètement malheureusement, mais on peut en tout cas l'atténuer à partir du moment où on sait quelle est la cellulite dont on souffre. Et donc, dans le livre, il y a à la fin du livre un test qui permet, avec des questions, de le liposcore, ça s'appelle le liposcore, oui. Absolument, c'est le liposcore. Qui est le secret des caractéristiques de votre cellulite. C'est vraiment très intéressant, c'est un petit test d'une vingtaine de questions. Et effectivement, vous donnez non seulement l'explication, le test, mais aussi les aliments qui vont avec le type de cellulite qu'on a. C'est un livre très intéressant, assez épais, il y a beaucoup de choses dedans, mais très accessible et surtout très facile à compulser. C'est un livre de consultation, en fait. Je voulais vous demander quelle serait, votre conclusion par rapport à cette étude que vous avez faite. Qu'est-ce que vous conseilleriez en termes d'amaigrissement ou de pistes pour suivre un amaigrissement? Moi, je dirais aux gens qui veulent perdre du poids, une chose fondamentale, c'est qu'au lieu de se jeter sur des régimes à la mode ou se jeter sur des méthodes soi-disant miracles, déjà, première chose, s'interroger sur le pourquoi de la prise de poids. Il faut essayer de faire quelque chose qui est très facile à dire, mais très difficile à faire, c'est renouer avec ses sensations alimentaires. Et il y a deux notions qui sont complètement effacées quand on a fait des régimes pendant longtemps. C'est la faim et la satiété. On ne sait plus si on mange parce qu'on a faim, on ne sait plus si on mange, si on a suffisamment mangé et qu'on est rassasié, on ne connaît plus cette sensation de satiété. On mange souvent plus que ce dont on a besoin et on ne mange pas forcément à sa faim. Au fil du temps et à cause de notre civilisation et de notre mode de vie, eh bien on a dépassé ces limites-là. Et du coup, pour les retrouver, c'est très compliqué, mais c'est possible de les retrouver. Il y a aussi une chose qui est très importante que je voudrais dire aux gens qui ont besoin de perdre du poids, c'est qu'au lieu de commencer un régime, peut-être qu'il faudrait essayer pendant quelques temps de conserver la même alimentation, mais en diminuant les quantités. Donc il y a toute une série comme ça de petits réflexes à avoir qui ne sont pas forcément compliqués à mettre en œuvre, mais qui peuvent permettre de déclencher un amincissement. Ouais. En tout cas, un tout grand merci Véronique et puis bonne continuation. Et puis je vous souhaite bonne continuation et puis peut-être à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.